À 50 mètres du port, dans cette galerie commerçante, cet établissement est l'une des plus luxueuses bijouteries de la Côte d'Azur. Il est situé à seulement quelques mètres de la gendarmerie. À 16h33, le 30 août 2005, un homme fait irruption dans la bijouterie, aussitôt suivi par 3 complices. Toute la scène est filmée par des caméras de vidéosurveillance. Ils ont une allure de touristes, bermuda et bob sur la tête, mais ils sont armés. Les braqueurs s'attaquent aux vitrines. Ils raflent tout avec le plus grand sang-froid. Le hold-up dure 1 minute et 25 secondes seulement. Butin, 2 millions d'euros. Ces professionnels du braquage ont été baptisés les Pink Panthers par la police. En 10 ans, ils ont dévalisé près de 130 bijouteries dans le monde entier. Des hommes insaisissables, recherchés par toutes les polices de la planète. Il nous a fallu plus de 5 mois d'enquête pour en approcher certains. Pour la première fois, ces braqueurs d'un nouveau genre ont accepté de parler devant une caméra de télévision. L'élégance, la valeur, la belle vie, prendre du bon temps, c'est tout ça être Pink Panther. Nous sommes dans la principauté de Monaco, la capitale internationale du grand luxe. C'est ici que les Pink Panthers ont commis un de leurs casses les plus spectaculaires. C'était le 21 juin 2007. À l'époque, Christophe Aget était déjà le commissaire principal de Monaco. Il nous emmène sur la célèbre place du Casino, au cœur du très chic quartier de Monte-Carlo. Ici, les voitures garées dans les rues sont des Ferrari, des Porsche ou des Maserati. Un véritable royaume du bling-bling. Ici, on trouve les joailleries parmi les plus chics de la planète. Tout attire la convoitise. Là, nous sommes devant la place du Casino, qui est, on va dire, la place la plus sécurisée à Monaco. On a de multiples dispositifs techniques, évidemment des caméras, mais pas tout ça. On a de nombreuses patrouilles, alors on a évidemment des policiers en uniforme, mais on a également des policiers en civil qui sont beaucoup plus discrets. Parce que ici, c'est un peu le carré d'or, et c'est-à-dire tout ce qui se fait de plus beau et de plus cher en matière de luxe, et l'excellence de toutes les bijouteries se résume à 300 mètres sur 300 mètres. Monaco est l'État le plus surveillé au monde. 400 caméras et 500 policiers pour un territoire de 2 km². Et pourtant, c'est ici que les Pink Panthers ont réussi l'impossible. C'était le 21 juin 2007. Ce jour-là, en pleine journée, les braqueurs s'attaquent à la bijouterie Ciribelli. L'homme en costume assis à droite se fait passer pour un client venu acheter une montre. Après quelques minutes, il se lève et fait un signe à son complice qui se trouve à l'extérieur. Le deuxième homme entre et dégaine immédiatement une arme. Les 2 Pink Panthers sont sur 2. Ils n'ont même pas pris la peine de se grimer. Leur tâche accomplie en moins de 2 minutes, les braqueurs quittent les lieux avec en poche pour 500 000 € de montres.
Nathalie Lebeau est la responsable de la bijouterie Siribelli. Elle se souvient très bien du jour où son chemin a croisé celui des Pink Panthers. Le supposé client était assis là quand une deuxième personne a sonné à la porte. Donc je lui ai ouvert et là la personne qui est rentrée a sorti un revolver d'un journal tout d'un coup, donc il était en costume à visage découvert, et a pointé l'enfant et nous a dit braquage, braquage. Le premier ne m'a pas impressionné à vrai dire. Il avait un air moins méchant, même à un moment il m'a regardé. J'avais l'impression qu'il me disait si tu fais rien de mal il t'arrivera rien. C'était une impression comme ça. Mais l'autre était terrible. Il était, on voyait que était déterminé. Déterminé dans le sens où on faisait quoi que ce soit de mal, il vous tirait dessus ou il pouvait vous violenter, ça se sentait. On voyait vraiment, il était hargneux. Donc c'était, quand il vous disait de ne pas bouger, c'était de ne pas bouger. Donc on sentait que c'était des gens prêts à tout et j'ai su après que le revolver était chargé. Donc on reste là, on attend de voir ce qui se passe et ça paraît très très long. 2 minutes et demie, c'est court comme ça, mais quand on a un revolver en face, c'est très long. Après ce casse incroyable, le commissaire Aget a enquêté sur ce mystérieux groupe de malfaiteurs. On a affaire à des personnes, on va dire des hommes, des jeunes hommes, plutôt athlétiques, plutôt sportifs, franchement audacieux dans leur mode opératoire et franchement professionnels. Ils ont quasiment, je dirais, un peu révolutionné le monde du braquage en Europe, c'est clair. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, franchement, leur extrême professionnalisme, leur réussite. 120 ou 130 braquages en réactif, c'est franchement, il y a peu de gangs, et je crois même qu'il n'y en a aucun, à ma connaissance, qui sont capables d'avoir un tel palmarès. Un palmarès inimaginable. Ce gang de braqueurs hors normes écume les joailleries aux 4 coins de la planète. Ils ont commis leur casse dans les villes d'une 30aine de pays. Miami, Dubaï, Tokyo, Paris, Monaco, Barcelone, Copenhague, Londres ou encore Genève. Ils ont près de 130 braquages à leur actif pour un butin qui s'élèverait aujourd'hui à plus de 110 millions d'euros. Les Pink Panthers commettent des braquages depuis plus de 10 ans. Mais pourquoi ce groupe a-t-il été baptisé les Panthères Roses? Pour comprendre, il faut remonter au 23 mai 2003 à Londres. Ce jour-là, 2 membres du groupe font irruption dans une bijouterie et s'emparent d'un lot de pierres précieuses d'une valeur de 13 millions d'euros. Quelques jours plus tard, la police anglaise de Scotland Yard retrouve l'une de ces pierres cachée dans un pot de crème, comme dans le célèbre film de Black Edwards, La Panthère Rose. Une coïncidence qui va créer un mythe. M'ennuyer avec toi. Oui, pardon, chérie. J'ai été longue à me rendre compte à quel point cette vie de retraité devait sembler monotone à un ex-gentleman cambrioleur. Ah, la petite futée. Plus sûr qu'un coffre, non? Retour à Monaco. Le commissaire Aget vient de recevoir les photographies d'un braquage qui a eu lieu 5 jours plus tôt en Suisse. Le 15 mai 2010, les braqueurs ont volé pour plus de 3 millions d'euros de bijoux. Ça, ce sont les dernières images qu'on a reçues de Zurich sur la dernière attaque et on est quasiment sûr que ce soit des Pink Panthers parce que le mode opératoire, c'est signé. Encore une fois, les braqueurs sont armés et à visage découvert. Pistolets automatiques et mitrailleuses, ces hommes utilisent un véritable arsenal. Pour le commissaire Aget, il s'agit d'hommes expérimentés. Il y a des façons de tenir une arme. Certains novices vont tenir un pistolet mitrailleur d'une certaine façon. Et en fait, tous les instructeurs et tous les maîtres de tir vont vous expliquer que la règle numéro 1 pour se transporter avec une arme, quand on n'a pas envie de tirer, c'est d'avoir le doigt sur le long du pontet, comme je le fais actuellement. Ça veut dire que je suis en sécurité, que j'ai pas le doigt sur la queue de détente. Et ici, on le voit très clairement. C'est qu'il rentre dans la bijouterie, alors que là, il faut quand même se mettre à sa place. Là, il doit être à 180 pulsations, et l'état de crise, il y existe quand même. Mais ça, c'est un pro, ça. Ça, c'est un type qui a déjà utilisé un pistolet mitrailleur, c'est certain. Après des dizaines de casses,
La police réalise que tous les braqueurs viennent de la même région, l'ex-Yougoslavie. Et notamment de l'une de ses anciennes républiques, la Serbie. Nous partons pour ce pays qui sert de refuge aux Pink Panthers. C'est l'un des fiefs de ces rois du hold-up. Ici, nous avons pris contact avec une quinzaine de membres du gang de braqueurs, recherchés actuellement par Interpol. Aucun n'a accepté de nous rencontrer. Après 4 mois de négociations, nous décrochons enfin une interview avec l'un d'entre eux. Nous l'appellerons Sacha. Il sort de 3 ans de prison pour trafic de drogue, mais n'a jamais été arrêté pour ses 4 braquages en Europe. Il nous a donné rendez-vous dans l'arrière-salle d'un café. Sacha a aujourd'hui 40 ans, vit en couple mais n'a pas d'enfant. Avant de devenir braqueur, c'était un sportif de haut niveau. J'étais joueur de football et j'avais énormément d'argent. Je fréquentais la crème de la société. C'était un milieu dans lequel je côtoyais des hommes d'affaires, des sportifs et aussi des criminels. En 1991, la guerre de Yougoslavie commence. Le pays éclate. La Serbie tente d'empêcher la sécession des autres républiques. Ces guerres furent les plus meurtrières en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Bilan 80 000 morts et près d'1 million de personnes déplacées. Au début de la guerre, Sacha quitte son club de football et par conviction il part combattre dans une unité spéciale aux côtés des Serbes. Il y restera pendant 3 ans. Quand la guerre a commencé, je vivais dans une ville européenne, dans un luxe total. Et je suis retourné là-bas, c'était l'hiver. En 2 jours, je me suis retrouvé dans la boue. Ça tirait de tous les côtés. La guerre, c'est quand même le plus grand choc qu'un homme puisse vivre. Où la guerre te durcit, où elle te détruit. En tout cas, tu ne peux pas en sortir indemne. C'est un choc pour n'importe qui. En 1995, la guerre s'achève. Sacha est démobilisé. Après la guerre, plus rien ne peut t'atteindre. C'est le seul avantage d'avoir fait la guerre. Enfin, si tu t'en sors vivant. Après tout ça, je n'ai même pas peur de faire de la prison. Je peux faire n'importe quoi. La peur n'existe plus. À cette époque, Sacha ne peut plus réintégrer son club de football. Il décide de changer radicalement de carrière. Comme je ne pouvais plus être joueur de foot, il fallait que je fasse autre chose. Mais quoi faire? Trouver un travail plan-plan? Non. Je menais la grande vie, donc forcément je fréquentais des gens qui eux aussi avaient beaucoup d'argent, des sportifs et des criminels. Je suis devenu ami avec l'un d'eux que je connaissais depuis des années. Je savais ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a proposé mon premier coup. Mon rôle, c'était la logistique. Ça s'est passé spontanément, une sorte de transition totalement naturelle, une transition logique. On dit que parmi les quelques 200 Pink Panthers dont vous faites partie, un grand nombre a fait la guerre. Oui, oui. En fait, les gens qui, après la guerre, se mettent à faire des coups, ce sont des gens qui sont clairement expérimentés, qui n'ont pas peur, qui sont responsables et courageux. Aujourd'hui, ils se de nouveau décassent. On ne peut pas gagner autant d'argent dans la légalité que dans l'illégalité. C'est de l'argent facile. Tu peux gagner 30 ou 40 000 euros en 3 minutes. En Serbie, pour gagner ça, il faudrait que pendant 1 an, je tienne les meilleures boîtes de nuit et que je travaille 12 heures par jour. Vous diriez que vous avez gagné combien? Combien j'ai gagné? Il ne faut même pas que j'y pense. Avec mes 2 complices, on a engrangé des millions d'euros. Plusieurs millions. Plusieurs millions, oui. Plusieurs millions. On dépensait comme c'est pas permis. C'était irrationnel.
On allait trop loin. On louait des yachts. Moi, je conduisais une Lotus et une Audi. Mon pote, une Mercedes 500. Il a gagné des sommes colossales, mais ce dont il est le plus fier, c'est que sur l'ensemble des braquages, on ne dénombre aucune victime. Ce qui me rend heureux, c'est que tous les coups auxquels j'ai participé, et les braquages des autres Pink, tous se sont faits sans aucune violence, sans coup de feu. C'est vraiment professionnel. On pourrait même se faire appeler les aristocrates du braquage. Tous les Pink Panthers ne sont pas des soldats perdus. Certains n'ont jamais fait la guerre, comme Duško Martinović. Duško Martinović, c'est l'homme qui, en août 2005, avait dévalisé avec 3 complices cette célèbre bijouterie de Saint-Tropez. Ce jour-là, 4 Pink Panthers avaient mis la main sur 2 millions d'euros de montres et de bijoux. Duško Martinović et ses complices avaient réussi à s'enfuir à bord d'une vedette, louée 2 jours plus tôt. Mais la police a retrouvé une trace de son ADN. Le braqueur est arrêté 3 semaines après le casse. Depuis, il a été condamné à une peine de 15 ans de prison. Il est aujourd'hui incarcéré à Grasse, dans le sud de la France. Pour en savoir plus sur Duško Martinović, nous partons dans son pays d'origine, le Monténégro, une petite république tout au sud de l'ex-Yougoslavie. Cet État est depuis 20 ans le carrefour de tous les trafics. C'est l'autre refuge des Pink Panthers. Un territoire grand comme 2 départements français, un pays montagneux qui compte à peine 650 000 habitants. Duško Martinović est originaire de la petite ville de Cetinje, la capitale historique du Monténégro. Cette bourgade de 16 000 habitants serait aussi le berceau des Pink Panthers. À peine arrivés, nous interrogeons la population locale. Lorsque nous évoquons le nom des Pink Panthers, les visages se figent. Car ici, règne la loi du silence. Vous connaissez les Pink Panthers? Oui. Vous pourriez me dire quelque chose sur eux? Non. Ici à Cetinje, vous avez entendu parler des Pink Panthers? Les Pink Panthers? L'organisation criminelle? Oui, oui. Et quoi? Vous connaissez les Pink Panthers? Les Pink Panthers, ouais, je les connais. Mais je veux pas faire de commentaires. Ici, on ne parle pas de ça. On garde ce qu'on sait pour nous. C'est une affaire qui nous dépasse. Petit à petit, les langues se délient. Vous avez entendu parler des Pink Panthers? Oui, qu'on le veuille ou non, on sait des choses. On sait comment ça fonctionne. Ces hommes, on les connaît. On vient tous du même coin, de la même ville. On se connaît tous. Certains sont même des admirateurs du gang. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur eux? Nous, on est des supporters. On les soutient dans leur travail. Pourquoi? Parce que ce sont de vrais artistes dans leur domaine. Aucun des habitants ne veut prendre le risque de porter préjudice aux Pink Panthers. Finalement, nous réussissons à rencontrer le meilleur ami de Duško Martinović. Il nous explique les règles du jeu. Personne ne parlera sans le feu vert du braqueur. Scène surprenante, nous avons un rendez-vous téléphonique avec Duško Martinović depuis sa prison en France. Légalement, il a une demi-heure par jour pour téléphoner. Il souhaite nous parler et connaître nos intentions avant de nous donner son accord. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour que j'interviewe vos amis, votre sœur, que nous fassions un portrait de vous, que vos proches nous parlent de vous, qu'ils nous disent qui vous êtes exactement. Super, super. Nous avons son aval. Les portes s'ouvrent. Dès le lendemain, nous rencontrons ses amis de toujours dans un café du centre-ville de Cetinje.
Cette fois, pas d'omerta. Ils sont prêts à nous livrer des détails pour mieux cerner le profil de leur ami. En quelques mots, Duško est quelqu'un de responsable, d'organisé et de droit. C'est un grand perfectionniste. Avec lui, il faut que tout soit carré. Il est discipliné, précis. Aujourd'hui, il y a très peu de gens avec ces qualités-là. Tous les gens dont on dit que ce sont des Pink Panthers, nous on les connaît tous, au moins de vue. Et la population d'ici les apprécie, parce que ce sont des gens bien. Ce sont de vrais gentlemen. Tous ces gens sont de vrais gentlemen, de vrais amis. Ils sont généreux, et l'argent qu'ils se font, ils le ramènent ici. Ce sont des Robins des Bois. Comme des Robins des Bois, ils prennent aux riches et redonnent aux pauvres. Pour les trois hommes, même si Duško Martinović n'a pas participé directement à la guerre, ce sont les conséquences du conflit qui expliquent son parcours et celui des autres Pink Panthers. Ici, la guerre a fait des siennes dans toute l'ex-Yougoslavie. Le seul fait que cette guerre ait eu lieu a provoqué des problèmes qui ont poussé des gens à partir d'ici et à commettre des casses. Ça ne leur serait certainement pas venu à l'esprit de faire ça s'ils n'avaient pas été contraints de le faire. Les gens qui font des coups sont exceptionnellement courageux, parce que personne n'a envie de prendre le risque de finir en prison. Moi, je suis certain que si ces hommes étaient récompensés pour leurs efforts et leur travail dans leur pays, ils n'auraient jamais pris cette voie. Il y a des gens qui refusent de subir la vie qu'on leur impose, mais veulent prendre en main leur destinée. Du coup, ils se sont résolus à prendre une route qui peut soit les mener à la belle vie, soit à la catastrophe, dans le cas où ils finissent en prison. Après ses amis, Duško Martinović nous a autorisés à rencontrer sa mère et sa sœur. C'est encore son meilleur ami qui est chargé de nous accompagner. Il nous emmène au nord de la ville, dans le quartier où le braqueur a grandi. Sa mère habite toujours ce petit immeuble. Bonjour, je m'appelle Vanina. Bonjour, moi je m'appelle Kovilka. La sœur de Duško est présente comme prévu. 15 ans de prison, les deux femmes ne s'en remettent toujours pas. Quand j'ai su qu'il avait été condamné à 15 ans, j'ai eu un choc. Je n'arrivais pas à croire que ça puisse arriver à mon frère. J'ai prévenu ma mère. Je ne l'ai pas fait le soir même parce que pour une mère, c'est trop insupportable. Alors je lui ai annoncé petit à petit. En fait, ma mère ne savait même pas quand le procès devait avoir lieu. Tous les matins, je demandais « ça va être quand, ça va être quand ?» Mais il ne voulait pas me dire quand aurait lieu le procès. On voulait l'épargner. Alors je lui ai annoncé progressivement, d'abord que le procès avait eu lieu, puis quel était le verdict. Et je pense qu'il est totalement inutile que je vous dise comment ma mère l'a vécu. Je pense que c'est totalement déplacé. J'ai 3 enfants. Les 3 sont adorables, mais lui, c'est le meilleur des 3. Duško était cordonnier avant de s'improviser braqueur. Pour ses proches, c'est la situation de l'après-guerre qui a fait basculer sa vie. Il travaillait énormément et avec l'argent qu'il gagnait, il n'arrivait même pas à nous faire vivre correctement. Et ça, il le vivait mal. Pourquoi il ne pouvait pas avoir une vie normale, rien de luxueux, juste normal? Ces années-là, la population vivait très difficilement. Et à côté de ça, il y avait un petit nombre de gens qui avaient énormément d'argent. Ces gens-là ont profité de la guerre pour s'enrichir et ils pouvaient s'offrir ce qu'ils voulaient. Duško, qui est un homme de parole, un homme droit, il le prenait comme une insulte. Pour moi, c'est là que tout s'est joué. Duško était de plus en plus irrité et furieux. Il a quitté le pays et voilà. Aujourd'hui, Duško Martinović continue de purger sa peine. Il devrait sortir de prison d'ici 5 ans.
Ce scénario est le même pour la plupart des Pink Panthers. Face à la pauvreté, ils ont cherché l'argent facile. Rapidement, c'est devenu un véritable business. Un autre braqueur a accepté de nous parler. C'était à l'origine un contrebandier. Petit à petit, il est devenu un vrai pro du braquage. Rendez-vous est pris en mars dernier. Nous devons nous rendre dans un endroit que nous tiendrons secret, dans une petite ville située à plus de 2 heures de route de la capitale du pays. Nous sommes dans un petit appartement loué pour l'occasion. L'endroit est spartiate. Les rideaux sont tirés pour une discrétion totale. Ce quadragénaire que nous appellerons Igor a commis plusieurs braquages en Europe. Il est toujours en activité. Il est tendu par la présence de notre caméra, car il se sent traqué par la police et ne veut prendre aucun risque. Vous êtes en train de filmer, là. Écoute, fais attention. Tu as vérifié qu'on ne voit rien, qu'on ne me reconnaît pas? Non, c'est hors de question. Il n'y a aucun problème. J'espère bien. Bien sûr. Igor vient d'un milieu social défavorisé auquel il a voulu échapper. J'ai grandi dans une famille démunie et la vie était dure. Si j'avais grandi dans des conditions normales, jamais je n'aurais pensé à faire des braquages, parce que ce n'est pas si simple. Pour fuir la misère, il s'exile en Italie. J'ai toujours voulu être celui qui assure, celui qui a les premières motos, la première voiture, enfin tout. Ici, il y avait une pénurie de café. Alors, à 17, 18 ans, je suis parti en Italie et j'ai fait du trafic de café. C'est là-bas que je me suis fait un réseau et que tout a commencé. Dès que tu rentres dans l'illégalité et que tu commences à dépenser de manière incontrôlée, c'est un cercle vicieux. Tu commences par un trafic, puis un autre, puis un troisième, et tu vas de plus en plus loin. Entre 1992 et aujourd'hui, Igor a réalisé une dizaine de braquages un peu partout en Europe. Vos coups, vous les faisiez dans des pays étrangers? Oui. Dans lesquels, par exemple? En Allemagne, en Suisse, en Grèce, en Turquie, juste une fois. Voilà, ces pays-là. Et en Italie aussi. À plusieurs reprises, il a été arrêté et il a effectué plusieurs mois de détention provisoire. Mais à chaque fois, il a été relâché faute de preuves. Pour minimiser les risques, Igor, comme les autres Pink Panthers, ne laisse rien au hasard. Chaque casse est minutieusement pensé et préparé comme une opération militaire. Tu dois tout savoir. Tout doit être précis à la minute, à la seconde. Tu dois t'entraîner, faire une simulation en conditions réelles. À ce point-là. Si tu veux faire un braquage de pro, tu es obligé de t'entraîner avant pour savoir exactement en combien de temps tu vas le faire. Tu as le droit à 5 secondes de marge d'erreur, pas plus de 5 secondes. Quand tu as tout étudié, chaque détail, et que tout est sous contrôle, tu passes à l'action. Des opérations organisées longtemps à l'avance, comme le braquage de Copenhague, la capitale du Danemark. C'était le 6 juillet 2007, en plein après-midi. Un homme élégant entre dans cet hôtel de luxe. D'un pas déterminé, il se dirige vers une bijouterie. Il sonne à la porte. Ses 2 complices sont déjà postés dans le lobby. Ils s'engouffrent à leur tour dans la bijouterie et fracassent les vitrines à coups de masse. Ils s'emparent essentiellement de montres de grande valeur. Pour protéger leur fuite, le premier homme dégaine une arme et menace le bijoutier et les passants.
Encore une fois, les braqueurs sont à peine grimés et opèrent en un temps éclair. 1 minute à peine. Montant du butin, 1 million d'euros. Dès que tu as réussi ton coup et que tu as l'argent en poche, tu oublies tout. Tu dépenses l'argent à vitesse grand V, n'importe comment. Tu vas au casino, tu sors, tu t'éclates. Tu sais même pas où tu dépenses ton argent. Maintenant, c'est ma vie. Tu ne crois quand même pas que je vais prendre une pelle pour aller creuser. Dès que tu n'as plus d'argent, ça te démange. Tu te dis, je vais faire encore un coup. Ou alors tu commences par emprunter l'argent et après il faut rembourser. Et tu refais un coup. Les Pink Panthers sont devenus au fil des années de vrais professionnels du braquage. Un véritable business. Un label regroupant plus de 200 membres, hommes et femmes. En Serbie, un policier connaît bien le fonctionnement de la franchise Pink Panthers. C'est un inspecteur serbe d'Interpol. Pour des raisons de discrétion, il nous a donné rendez-vous sur les bords de la rivière Save. Le lieu de notre rencontre est plutôt insolite. Il s'agit d'une maison flottante où l'on accède par barque. Il nous donne des consignes, pas question de donner son nom et interdiction de montrer son visage pour ne pas perturber ses enquêtes en cours. Cela fait 3 ans qu'il traque les Pink Panthers. Aujourd'hui, il connaît parfaitement la structure du groupe criminel. Il y a très certainement une dizaine, une quinzaine de groupes qui travaillent en ce moment en Europe. Des groupes de 2, 3, 4 ou 5 membres. Ce sont des petits groupes. Et ils se connaissent? Ils se connaissent les uns les autres. Ce sont des gens qui font partie du même marché du travail. Ils se connaissent, c'est certain, c'est le milieu criminel. Dans une équipe de football, on sait où trouver un bon ailier gauche ou un bon avant-centre. Eux, c'est la même chose. Ils savent qui est un excellent conducteur, qui est le plus violent, le plus rapide, qui a de bonnes connexions avec l'étranger, qui est bon en logistique, bon organisateur. Tout se sait. Dans le milieu criminel, c'est tout à fait logique de savoir qui a le courage d'entrer dans les bijouteries pour braquer ou qui est capable d'être brutal. Tous ces groupes de braqueurs ont pu prospérer grâce à la confusion provoquée par l'effondrement de la Yougoslavie. Dejan Djurovic est le chef du bureau d'Interpol au Monténégro. Pour lui, le gang de braqueurs a profité du chaos de l'après-guerre pour brouiller les pistes. Je pense qu'ils ont utilisé, disons, la confusion des pays européens. Tout simplement parce qu'après l'effondrement de la Yougoslavie, les polices européennes, et ça nous l'avons appris par expérience, n'arrivaient pas à déterminer d'où était tel ou tel individu. C'était un vrai problème pour elles. Il y avait des cas à cette époque où un même individu avait 2 ou 3 passeports et 2 ou 3 nationalités différentes. Les polices européennes étaient totalement perdues. Ils ne savaient plus s'ils avaient affaire à un seul individu ou plusieurs, quels étaient les liens entre les uns et les autres. Et c'est cette faiblesse dont le gang a profité au maximum. Les policiers mettront plus de 7 ans pour réagir après les premiers braquages. Lassés d'être ridiculisés par cette armée du casse, ils vont décider de s'unir. En 2007, sous l'impulsion de la sûreté monégasque, Interpol crée le projet Pink Panthers, un groupe de travail qui réunit chaque année les principales polices de la planète pour coordonner la traque de ces rois du hold-up, comme à Monaco en 2009. Il s'agit pour nous aujourd'hui, je pense, de passer à une étape supérieure, d'échanger un maximum d'informations et de données d'identification pour que chaque police de chaque pays puisse maintenant agir de façon préventive. Le but, réunir régulièrement les enquêteurs de tous les pays concernés par ces braquages afin de partager les renseignements. Une méthode qui commence à payer. Depuis 2 ans, une vingtaine de Pink Panthers a été arrêtée. Le fait d'avoir rassemblé toutes nos bases de données et d'avoir échangé là-dessus, ça a changé la donne. Il y en a beaucoup qui ont été arrêtés l'année dernière grâce à ça. Simplement en vérifiant qui ils sont, quels moyens de transport ils utilisent, leur passeport, est-ce qu'ils utilisent plutôt des faux passeports bulgares, croates, slovènes, et on en arrête.
La ville de Genève, en Suisse, a toujours été la cible privilégiée des Pink Panthers. Car ici, on trouve les joailleries les plus luxueuses de la planète. Rien que cette année, plus d'une dizaine de braquages en territoire helvétique est signé de la main du gang international. Nous avons rendez-vous avec un autre grand spécialiste des Pink Panthers. À 39 ans, Yann Glasset est l'un des inspecteurs principaux de la brigade criminelle de Genève. Cela fait plus de 3 ans qu'il s'intéresse aux braqueurs des Balkans. À ce jour, il a enquêté sur une quinzaine de casses. Pour contrer le gang, il a conçu tout un organigramme qui permet d'établir les liens entre les braqueurs. Exceptionnellement, il accepte de nous le dévoiler. Tout y figure. Les numéros de téléphone, la fréquentation des Pink Panthers ou les lieux de tous leurs braquages. On a l'impression comme ça que les Pink Panthers sont une vaste bande organisée. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non, non, clairement pas. Ça, c'est une légende. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on a plein d'équipes totalement différentes et qui sont en fait totalement liées directement ou indirectement par des personnes ou des actes. Et ça, au niveau de l'investigation, c'est très intéressant. Ça nous amène énormément d'éléments. C'est pas un groupe mafieux avec un chef, un grand chef, des capots, etc. qui sont en dessous, et puis une hiérarchie, une organisation pyramidale. Ça n'a rien à voir. On est sur des mouvances, des petits groupes qui évoluent très vite, et puis que chacun sait plus ou moins les coups que l'autre a fait, donc ils disent celui-là il est pas mal. Puis voilà, d'un coup on a besoin des compétences spécifiques d'un gars parce qu'il sera peut-être meilleur pour voler des bagnoles, il sera spécialisé dans les vols de bagnoles de voitures allemandes type Audi et ça qui sont très souvent utilisées, qui sont un peu la marque de fabrique des Pink. On va prendre ce mec-là. Donc ça vraiment, ça a évolué dans ce sens-là. Puis ce schéma, il le montre clairement. C'est que là, tout d'un coup, on voit qu'on a quasiment une centaine de personnes, en n'ayant pas pris très large, hein, qui sont directement liées les unes aux autres par des individus. C'est ce type de renseignement qui a permis depuis 2 ans d'arrêter une vingtaine de figures historiques du gang. En France, en Allemagne ou encore en Suisse, de plus en plus de braqueurs sont aujourd'hui sous les verrous. En 2008, l'inspecteur Yann Glasset a lui-même procédé à l'arrestation de Milan Liepoja, l'un des Pink Panthers présumés les plus recherchés à l'époque, notamment pour le casse qu'il aurait réalisé à Dubaï. C'est dans le plus connu des Émirats arabes unis, la ville des projets pharaoniques et du tourisme de luxe, que 8 Pink Panthers commettent leur braquage le plus spectaculaire. Le 15 avril 2007, ils prennent d'assaut la bijouterie Graff dans un des plus luxueux centres commerciaux de Dubaï. Et c'est avec ces 2 voitures qu'ils pénètrent dans les lieux en défonçant les vitrines de la galerie marchande. Masqués et vêtus de combinaisons noires, les 8 malfaiteurs dérobent pour près de 9 millions d'euros d'objets précieux avant de repartir avec leur voiture bélier. Très vite, Milan Liepoja est soupçonné d'être le cerveau de ce casse. Aujourd'hui, l'inspecteur Glasset nous emmène sur les lieux de son arrestation. Donc là, on va à Gex. C'est Gex, donc en France, qui est une petite ville qui est située à quelques kilomètres de Genève. Et c'est là où on a procédé, il y a environ 2 ans, au mois de mai 2008, à l'arrestation de Milan Liepoja. Ce jour-là, Yann Glasset se rend dans ce petit hôtel. Il doit y consulter les registres des clients. Il enquête alors sur une toute autre affaire. Bonjour. Et par une incroyable coïncidence, il va croiser le regard de Milan Liepoja. Quand madame nous ramène le document, donc au moment où elle arrive, en fait, moi je me retourne comme ça pour la voir arriver, et là, je vois un gars qui descend l'escalier. Puis dès le moment où je le vois, au premier regard, je me dis, mais je le connais. Par contre, dans la première seconde, je me pose la question. Je me dis, mais est-ce que je le connais? Est-ce que je le connais professionnellement? C'est un mec que j'ai arrêté. Ou, vu sa corpulence, je me suis dit, est-ce que c'est un patron de boîte, ou enfin, c'est un portier de boîte de nuit, ou un truc comme ça? Et lui, à ce moment-là, me regarde. Et
Puis dès qu'il me regarde, il baisse le regard. Là, moi, je me retourne un coup, ça me travaille, je me retourne une deuxième fois, là, il est en train de quitter l'hôtel. Il a une valise dans la main et il est en train de quitter l'hôtel. Et c'est au moment où il passe la porte que j'ai le flash, je me dis putain, c'est Milan Yepoja. L'inspecteur décide alors d'aller à sa rencontre pour contrôler son identité. Et au moment où on se regarde de nouveau, il part en courant. Et là c'est course-poursuite. La course-poursuite s'engage sur près de 200 mètres, jusqu'à cette grille, fatale pour le présumé braqueur. Ça, c'est les marques qu'il a laissées sur la barrière. On essaie de le maîtriser, et ce qui se passe, on ne le voit pas tout de suite en fait, mais lui va se planter un de ses pics à l'intérieur de la cuisse et ça va l'ouvrir sur une vingtaine de centimètres jusqu'à l'os quasiment. C'est ce qui va causer sa perte. L'homme blessé n'ira pas loin. 2 heures plus tard, il sera interpellé. Aujourd'hui, Milan Yepoja est sous les verrous, en attente d'un jugement. Et la liste des Pink Panthers interpellés risque encore de s'allonger. Car depuis près de 2 ans, le Monténégro, qui servait de refuge aux braqueurs, a rejoint Interpol. Une nouvelle coopération qui a changé la donne et qui coûte cher aux gangs de braqueurs. Depuis que nous avons rejoint ce projet Interpol, nous avons résolu un grand nombre d'enquêtes criminelles. Nous avons procédé à des identifications et livré des informations sur leurs faits et gestes. C'est grâce à notre participation que les pays européens ont obtenu des informations capitales. Pour la première fois, la police monténégrine a même procédé à l'arrestation d'un Pink Panther présumé sur la base d'un mandat délivré par Interpol. C'était le 15 juin 2009, dans la petite ville de Cetinje, le fameux berceau du gang. En plein après-midi, Vladimir Lekic est interpellé à son domicile. L'homme est accusé d'avoir commis un braquage dans une bijouterie à Francfort en décembre 2003. Avec 2 complices, il aurait volé pour 2 millions d'euros de bijoux. Vladimir Lekic était devant la bijouterie juste avant le braquage. C'est ce que montrent ces photographies tirées d'une caméra de surveillance. Vladimir Lekic est aujourd'hui en prison à Podgorica, la capitale du pays, en attente de son jugement. Le Monténégro n'extradant pas ses citoyens, c'est ici que le présumé Pink Panther devra répondre de ses crimes. Nous nous rendons à la prison. Pour la première fois, les instances pénitentiaires monténégrines autorisent une équipe de télévision à interviewer un détenu. Bonjour. Mettez vos affaires ici et ouvrez votre sac. Après la fouille obligatoire, le directeur de la prison tient à nous recevoir. J'étais très sceptique à l'idée de vous accorder l'interview d'un prévenu. Je peux vous dire que vous êtes la première, et même la seule journaliste étrangère ou monténégrine qui va faire l'interview d'un détenu. C'est une exclusivité, c'est vraiment une exclusivité. Le présumé Pink Panther est incarcéré dans cette prison depuis plus d'1 an. Nous avons rendez-vous avec lui au parloir. L'homme est plutôt détendu, confiant car il pense que la police n'a pas de preuves contre lui, mis à part ces fameuses photographies devant la vitrine de la bijouterie, juste avant le braquage. Vous faisiez quoi à Francfort ce jour-là? Je ne me rappelle même pas être passé par là. J'étais avec ma petite amie en Autriche et je ne me souviens pas être allé à Francfort. Quand la police m'a montré la photographie, ils m'ont demandé si c'était moi.
Oui, je me suis reconnu, c'est moi. Personne n'a besoin de me dire que c'est bien moi qui étais devant la vitrine. Attendez, la photographie dont vous me parlez de vous qui passez devant la vitrine, elle a été prise le jour du braquage? Il y a la date sur la photo, c'est sûrement vrai. C'est moi, il n'y a aucun doute. Je le vois bien, c'est moi. Mais et sur cette photographie, il y a l'heure à laquelle elle a été prise? Il y a l'heure. Elle a été prise au moment des faits. Il n'y a aucun doute. C'est certainement pour ça que je suis en prison, tu comprends? Ils ont des indices que c'est moi. Je ne serai pas là pour rien quand même. C'est sûr. Ces photographies tirées de la vidéosurveillance de la bijouterie pèseront certainement lourd dans la balance. Mais pour Vladimir Lekic, ce n'est pas une preuve suffisante de son implication. Personne n'a rien de concret contre moi. Et il n'y a aucune preuve que j'ai un jour commis un quelconque délit. Je n'ai jamais été condamné à quoi que ce soit, ni au Monténégro, ni ailleurs dans le monde. Et tout à coup, on m'accuse d'être membre d'un soi-disant gang. Vladimir Lekic attend impatiemment son procès qui doit se dérouler le lendemain. Il pense qu'il ne sera pas condamné. J'ai demandé aux témoins de venir à la barre. Qu'ils disent que c'était moi, si c'est moi qui ai fait ça. Donc demain, c'est mon procès, qu'ils viennent et qu'ils s'expriment. Le lendemain matin, nous allons au tribunal de Podgorica. Nous n'aurons pas l'autorisation de filmer l'audience, mais nous pouvons assister au débat. Et la surprise, 2 employés de la bijouterie qui a été braquée sont venus témoigner. Les 2 témoins affirment reconnaître Vladimir Lekic comme étant l'un des braqueurs à 100%. Les taux se resserrent. Le lendemain de l'audience, nous retournons en prison pour recueillir les premières impressions du présumé braqueur. Cette fois, Vladimir Lekic est inquiet. Le témoignage des bijoutiers risque de peser lourd dans les débats. Il en est désormais conscient. Quelle impression vous a laissé l'audience? Je suis condamné avant même d'avoir été jugé. Même si les témoins avaient dit que ce n'était pas moi, je serais quand même condamné. Pourquoi j'ai été arrêté il y a 1 an et pas il y a 3 ou 4 ans, au moment où il y avait un mandat d'arrêt d'Interpol contre moi? Pourquoi maintenant? Parce que maintenant c'est le bon moment. Pourquoi? C'est le bon moment pour montrer qu'on coopère, enfin, soi-disant, qu'on met les criminels en prison, sans se soucier de savoir s'ils sont coupables ou pas. Pour montrer que notre pays évolue. C'est clair, c'est fait pour montrer que notre justice fonctionne. En fait, ça sert à se rapprocher de l'Union européenne. Vladimir Lekic est toujours emprisonné en attente de son jugement. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 12 ans de prison. Nous avons rendez-vous avec le Premier ministre monténégrin, Milo Djukanovic. Cet homme politique règne en maître sur ce petit État depuis près de 2 décennies. C'est l'homme fort du régime. Il assume la volonté politique d'en finir avec les Pink Panthers. Nous avons entamé une excellente coopération dans le cadre d'une action internationale afin de démanteler une organisation de braqueurs de bijouterie qui agit dans toute l'Europe. Vous pensez au gang des Pink Panthers? Oui, nous avons réussi à créer une coopération maximale. Et d'après les informations que la police m'a données, je sais que cette collaboration se poursuit. Le Premier ministre est prêt à aider les polices européennes, mais en échange, il attend une contrepartie.
Il est nécessaire de fournir des efforts supplémentaires pour améliorer le processus économique et démocratique de cette région. La seule manière de le faire est de nous intégrer à l'OTAN et à l'Union européenne. Je pense qu'il est indispensable de créer ici les conditions pour que la population n'ait plus à quitter le pays et que les gens s'adonnent à des activités légales. C'est de cette manière que nous créerons les conditions idéales pour lutter efficacement contre la criminalité. Pour faire face à l'offensive des polices du monde entier, les Pink Panthers ont renforcé leur arsenal. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est les armes qui sont en train de changer. Et quand on étudie la planche de plus près, on s'aperçoit en fait que ici on a le détail. On s'aperçoit ici qu'ils ont un pistolet automatique, ça, ils ont un PA, mais c'est classique. Mais en revanche, ça, un pistolet mitrailleur, ça, ils n'avaient pas avant. Là, la puissance de feu avec ça, ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est-à-dire que là, quand on monte au braquage avec ça, ça veut dire qu'on veut ouvrir on a une ouverture de feu et une capacité de feu qui est largement supérieure. Donc là, ça veut dire qu'ils sont en train de monter de gamme. Si jamais il y a un barrage de police, là, ils sont capables d'envoyer. Ils ont une force de frappe qui est largement supérieure à un pistolet normal, parce que là, on peut tenir en respect n'importe quelle force de police. Hein. Pendant notre interview, le commissaire reçoit un message de la police française. Les Pink Panthers ont encore frappé. Je reçois un message flash, là, ça vient juste d'arriver. Hein. Il y a eu un vol, effectivement, dans l'est de la France. Et c'est clairement identifié, ces Pink Panthers. Je pense que tous les jours, je vais avoir des messages sur mon ordinateur. En 2009, la police estime que les Pink Panthers ont commis près de 50 braquages et 36 d'entre eux ont été arrêtés. Cette offensive n'inquiète pas vraiment Sacha, notre Pink Panther de Serbie. La police est consciente que de nouvelles têtes vont arriver sur le marché. Ils peuvent en identifier 50 ou même 160, mais ils savent très bien qu'il y aura toujours une relève. Et qu'à ce jeu-là, c'est toujours les flics qui perdent. Du moins dans 99% des cas. Ce que fait la police ne change rien dans le fond. Il y aura toujours des braquages de bijouterie. D'ailleurs, il y en a en ce moment. Un braquage, ça te prend peu de temps et tu as peu de chances de te faire prendre. C'est pour ça que tu trouves personne qui veut quitter ce milieu. Juste avant le braquage, c'est ce que montrent ces photographies tirées d'une caméra de surveillance. Vladimir Lekic est aujourd'hui en prison à Podgorica, la capitale du pays, en attente de son jugement. Le Monténégro n'extradant pas ses citoyens, c'est ici que le présumé Pink Panther devra répondre de ses crimes. Nous nous rendons à la prison. Pour la première fois, les instances pénitentiaires monténégrines autorisent une équipe de télévision à interviewer un détenu. Bonjour. Mettez vos affaires ici et ouvrez votre sac. Après la fouille obligatoire, le directeur de la prison tient à nous recevoir. J'étais très sceptique à l'idée de vous accorder l'interview d'un prévenu. Je peux vous dire que vous êtes la première, et même la seule journaliste étrangère ou monténégrine qui va faire l'interview d'un détenu. C'est une exclusivité, c'est vraiment une exclusivité. Le présumé Pink Panther est incarcéré dans cette prison depuis plus d'1 an. Nous avons rendez-vous avec lui au parloir. L'homme est plutôt détendu, confiant car il pense que la police n'a pas de preuves contre lui, mis à part ces fameuses photographies devant la vitrine de la bijouterie, juste avant le braquage.
Vous faisiez quoi à Francfort ce jour-là? Je ne me rappelle même pas être passé par là. J'étais avec ma petite amie en Autriche et je ne me souviens pas être allé à Francfort. Quand la police m'a montré la photographie, ils m'ont demandé si c'était moi. Oui, je me suis reconnu, c'est moi. Personne n'a besoin de me dire que c'est bien moi qui étais devant la vitrine. Attendez, la photographie dont vous me parlez de vous qui passez devant la vitrine, elle a été prise le jour du braquage? Il y a la date sur la photo, c'est sûrement vrai. C'est moi, il n'y a aucun doute. Je le vois bien, c'est moi. Mais et sur cette photographie, il y a l'heure à laquelle elle a été prise? Il y a l'heure. Elle a été prise au moment des faits. Il n'y a aucun doute. C'est certainement pour ça que je suis en prison, tu comprends? Ils ont des indices que c'est moi. Je ne serai pas là pour rien quand même. C'est sûr. Il y restera pendant 3 ans. Quand la guerre a commencé, je vivais dans une ville européenne, dans un luxe total. Et je suis retourné là-bas, c'était l'hiver. En 2 jours, je me suis retrouvé dans la boue. Ça tirait de tous les côtés. La guerre, c'est quand même le plus grand choc qu'un homme puisse vivre. Où la guerre te durcit, où elle te détruit. En tout cas, tu ne peux pas en sortir indemne. C'est un choc pour n'importe qui. En 1995, la guerre s'achève. Sacha est démobilisé. Après la guerre, plus rien ne peut t'atteindre. C'est le seul avantage d'avoir fait la guerre. Enfin, si tu t'en sors vivant. Après tout ça, je n'ai même pas peur de faire de la prison. Je peux faire n'importe quoi. La peur n'existe plus. À cette époque, Sacha ne peut plus réintégrer son club de football. Il décide de changer radicalement de carrière. Comme je ne pouvais plus être joueur de foot, il fallait que je fasse autre chose. Mais quoi faire? Trouver un travail plan-plan? Non. Je menais la grande vie, donc forcément je fréquentais des gens qui eux aussi avaient beaucoup d'argent, des sportifs et des criminels. Je suis devenu ami avec l'un d'eux, que je connaissais depuis des années. Je savais ce qu'il faisait dans la vie. Il m'a proposé mon premier coup. Mon rôle, c'était la logistique. Ça s'est passé spontanément, une sorte de transition totalement naturelle, une transition logique. On dit que parmi les quelques 200 Pink Panthers dont vous faites partie, un grand nombre a fait la guerre. Oui, oui. En fait, les gens qui, après la guerre, se mettent à faire des coups, ce sont des gens qui sont clairement expérimentés, qui n'ont pas peur, qui sont responsables et courageux. Aujourd'hui, ils se de nouveau décassent. On ne peut pas gagner autant d'argent dans la légalité que dans l'illégalité. C'est de l'argent facile. Tu peux gagner 30 ou 40 000 euros en 3 minutes. En Serbie, pour gagner ça, il faudrait que pendant 1 an, je tienne les meilleures boîtes de nuit et que je travaille 12 heures par jour. Vous diriez que vous avez gagné combien? Combien j'ai gagné? Il ne faut même pas que j'y pense. Avec mes 2 complices, on a engrangé des millions d'euros. Plusieurs millions. Plusieurs millions, oui. Plusieurs millions. On dépensait comme c'est pas permis. C'était irrationnel. On allait trop loin. On louait des yachts. Moi, je conduisais une Lotus et une Audi. Mon pote, une Mercedes 500. Il a gagné des sommes colossales en plein après-midi. Un homme élégant entre dans cet hôtel de luxe. D'un pas déterminé, il se dirige vers une bijouterie. Il sonne à la porte. Ses 2 complices sont déjà postés dans le lobby. Ils s'engouffrent à leur tour dans la bijouterie et fracassent les vitrines à coups de masse. Ils s'emparent essentiellement de montres de grande valeur. Pour protéger leur fuite, le premier homme dégaine une arme et menace le bijoutier et les passants. Encore une fois, les braqueurs sont à peine grimés et opèrent en un temps éclair, 1 minute à peine. Montant du butin, 1 million d'euros.
Dès que tu as réussi ton coup et que tu as l'argent en poche, tu oublies tout. Tu dépenses l'argent à vitesse grand V, n'importe comment. Tu vas au casino, tu sors, tu t'éclates. Tu sais même pas où tu dépenses ton argent. Maintenant, c'est ma vie. Tu ne crois quand même pas que je vais prendre une pelle pour aller creuser. Dès que tu n'as plus d'argent, ça te démange. Tu te dis, je vais faire encore un coup. Ou alors tu commences par emprunter l'argent et après il faut rembourser. Et tu refais un coup. Les Pink Panthers sont devenus au fil des années de vrais professionnels du braquage. Un véritable business. Un label regroupant plus de 200 membres, hommes et femmes. En Serbie, un policier connaît bien le fonctionnement de la franchise Pink Panthers. C'est un inspecteur serbe d'Interpol. Pour des raisons de discrétion, il nous a donné rendez-vous sur les bords de la rivière Save. Le lieu de notre rencontre est plutôt insolite. Il s'agit d'une maison flottante où l'on accède par barque. Il nous donne des consignes, pas question de donner son nom et interdiction de montrer son visage pour ne pas perturber ses enquêtes en cours. Cela fait 3 ans qu'il traque les Pink Panthers. Aujourd'hui, il connaît parfaitement la structure du groupe criminel. Il y a très certainement une dizaine, une quinzaine de groupes qui travaillent en ce moment en Europe. Des groupes de 2, 3, 4 ou 5 membres. Ce sont des petits groupes. Et ils se connaissent ? Ils se connaissent les uns les autres. Ce sont des gens qui font partie du même marché du travail. Ils se connaissent, c'est certain, c'est le milieu criminel. Dans une équipe de football, on sait où trouver un bon ailier gauche. Pour en savoir plus sur Duško Martinović, nous partons dans son pays d'origine, le Monténégro, une petite république tout au sud de l'ex-Yougoslavie. Cet État est depuis 20 ans le carrefour de tous les trafics. C'est l'autre refuge des Pink Panthers. Un territoire grand comme 2 départements français, un pays montagneux qui compte à peine 650 000 habitants. Duško Martinović est originaire de la petite ville de Cetinje, la capitale historique du Monténégro. Cette bourgade de 16 000 habitants serait aussi le berceau des Pink Panthers. À peine arrivés, nous interrogeons la population locale. Lorsque nous évoquons le nom des Pink Panthers, les visages se figent. Car ici règne la loi du silence. Vous connaissez les Pink Panthers ? Oui. Vous pourriez me dire quelque chose sur eux ? Non. Ici à Cetinje, vous avez entendu parler des Pink Panthers ? Les Pink Panthers ? L'organisation criminelle ? Oui, oui. Et quoi ? Vous connaissez les Pink Panthers ? Les Pink Panthers, ouais, je les connais. Mais je veux pas faire de commentaires. Ici, on ne parle pas de ça. On garde ce qu'on sait pour nous. C'est une affaire qui nous dépasse. Petit à petit, les langues se délient. Vous avez entendu parler des Pink Panthers ? Oui, qu'on le veuille ou non, on sait des choses. On sait comment ça fonctionne. Ces hommes, on les connaît. On vient tous du même coin, de la même ville. On se connaît tous. Certains sont même des admirateurs du gang. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur eux ? Nous, on est des supporters. On les soutient dans leur travail. Pourquoi ? Parce que ce sont de vrais artistes dans leur domaine. Aucun des habitants ne veut prendre le risque de porter préjudice aux Pink Panthers. Finalement, nous réussissons à rencontrer le meilleur ami de Duško Martinović. Il nous explique les règles du jeu. Personne ne parlera sans le feu vert du braqueur. Scène surprenante, nous avons un rendez-vous téléphonique avec Duško Martinović depuis sa prison en France. Légalement, il a une demi-heure par jour pour téléphoner. Il souhaite nous parler et connaître nos intentions avant de nous donner son accord. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour que j'interviewe vos amis, votre sœur, que nous fassions un portrait de vous.
Ces professionnels du braquage ont été baptisés les Pink Panthers par la police. En 10 ans, ils ont dévalisé près de 130 bijouteries dans le monde entier. Des hommes insaisissables, recherchés par toutes les polices de la planète. Il nous a fallu plus de 5 mois d'enquête pour en approcher certains. Pour la première fois, ces braqueurs d'un nouveau genre ont accepté de parler devant une caméra de télévision. L'élégance, la valeur, la belle vie, prendre du bon temps, c'est tout ça être Pink Panther. Nous sommes dans la principauté de Monaco, la capitale internationale du grand luxe. C'est ici que les Pink Panthers ont commis un de leurs casses les plus spectaculaires. C'était le 21 juin 2007. À l'époque, Christophe Aget était déjà le commissaire principal de Monaco. Il nous emmène sur la célèbre place du Casino, au cœur du très chic quartier de Monte-Carlo. Ici, les voitures garées dans les rues sont des Ferrari, des Porsche ou des Maserati. Un véritable royaume du bling-bling. Ici, on trouve les joailleries parmi les plus chics de la planète. Tout attire la convoitise. Là, nous sommes devant la place du Casino, qui est, on va dire, la place la plus sécurisée à Monaco. On a de multiples dispositifs techniques, évidemment des caméras, mais pas tout ça. On a de nombreuses patrouilles, alors on a évidemment des policiers en uniforme, mais on a également des policiers en civil qui sont beaucoup plus discrets. Parce que ici, c'est un peu le carré d'or, et c'est-à-dire tout ce qui se fait de plus beau et de plus cher en matière de luxe, et l'excellence de toutes les bijouteries se résume à 300 mètres sur 300 mètres. Monaco est l'État le plus surveillé au monde. 400 caméras et 500 policiers pour un territoire de 2 km². Et pourtant, c'est ici que les Pink Panthers ont réussi l'impossible, son arrestation. Donc là, on va à Gex. C'est Gex, donc en France, qui est une petite ville qui est située à quelques kilomètres de Genève. Et c'est là où on a procédé, il y a environ 2 ans, au mois de mai 2008, à l'arrestation de Milan Liepoja. Ce jour-là, Yann Glasset se rend dans ce petit hôtel. Il doit y consulter les registres des clients. Il enquête alors sur une toute autre affaire. Bonjour. Et par une incroyable coïncidence, il va croiser le regard de Milan Liepoja. Quand madame nous ramène le document, donc elle, au moment où elle arrive, en fait, moi je me retourne comme ça pour la voir arriver, et là, je vois un gars qui descend l'escalier. Puis, dès le moment où je le vois, au premier regard, je me dis, mais je le connais. Par contre, dans la première seconde, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que je le connais? Est-ce que je le connais professionnellement? C'est un mec que j'ai arrêté. Ou, vu sa corpulence, je me suis dit, est-ce que c'est un patron de boîte, ou enfin c'est un portier de boîte de nuit, ou un truc comme ça? Et lui, à ce moment-là, me regarde. Et puis dès qu'il me regarde, il baisse le regard. Là, moi, je me retourne un coup, ça me travaille, je me retourne une deuxième fois, là, il est en train de quitter l'hôtel. Il a une valise dans la main, et il est en train de quitter l'hôtel. Et c'est au moment où il passe la porte que j'ai le flash, je me dis, putain, c'est Milan Liepoja. L'inspecteur décide alors d'aller à sa rencontre pour contrôler son identité. Et au moment où on se regarde de nouveau, il part en courant. Et là c'est course-poursuite. La course-poursuite s'engage sur près de 200 mètres, jusqu'à cette grille, fatale pour le présumé braqueur. Ça, c'est les marques qu'il a laissées sur la barrière. On essaye de le maîtriser, et ce qui se passe, on ne le voit pas tout de suite, en fait. Mais lui va se planter un de ses pics
à l'intérieur de la cuisse et ça va l'ouvrir sur une vingtaine de centimètres jusqu'à l'os quasiment. C'est ce qui va causer sa perte. L'homme blessé n'ira pas loin. 2 heures plus tard, il sera interpellé. Aujourd'hui, Milan Liepoja est sous les verrous, en attente d'un jugement. Et la liste des Pink Panthers interpellés risque encore de s'allonger. Car depuis près de 2 ans, le Monténégro, qui servait de refuge aux braqueurs, a rejoint Interpol. Une nouvelle coopération qui a changé la donne et qui coûte cher aux gangs de braqueurs. Depuis que nous avons rejoint ce projet Interpol, nous avons résolu un grand nombre d'enquêtes criminelles. Nous avons procédé à des identifications. Aujourd'hui sous les verrous. En 2008, l'inspecteur Jan Glasset a lui-même procédé à l'arrestation de Milan Liepoja, l'un des Pink Panthers présumés les plus recherchés à l'époque, notamment pour le casse qu'il aurait réalisé à Dubaï. C'est dans le plus connu des Émirats arabes unis, la ville des projets pharaoniques et du tourisme de luxe, que 8 Pink Panthers commettent leur braquage le plus spectaculaire. Le 15 avril 2007, ils prennent d'assaut la bijouterie Graff dans un des plus luxueux centres commerciaux de Dubaï. Et c'est avec ces 2 voitures qu'ils pénètrent dans les lieux en défonçant les vitrines de la galerie marchande. Masqués et vêtus de combinaisons noires, les 8 malfaiteurs dérobent pour près de 9 millions d'euros d'objets précieux avant de repartir avec leur voiture bélier. Très vite, Milan Liepoja est soupçonné d'être le cerveau de ce casse. Aujourd'hui, l'inspecteur Glasset nous emmène sur les lieux de son arrestation. Donc là, on va à Gex. C'est Gex, donc en France, qui est une petite ville qui est située à quelques kilomètres de Genève. Et c'est là où on a procédé, il y a environ 2 ans, au mois de mai 2008, à l'arrestation de Milan Liepoja. Ce jour-là, Jan Glasset se rend dans ce petit hôtel. Il doit y consulter les registres des clients. Il enquête alors sur une toute autre affaire. Bonjour. Et par une incroyable coïncidence, il va croiser le regard de Milan Liepoja. Quand madame nous ramène le document, donc elle, au moment où elle arrive, en fait, moi, je me retourne comme ça pour la voir arriver, et là, je vois un gars qui descend l'escalier. Puis dès le moment où je le vois, au premier regard, je me dis, mais je le connais. Par contre, dans la première seconde, je me pose la question. Je me dis, mais est-ce que je le connais? Est-ce que je le connais professionnellement? C'est un mec que j'ai arrêté. Ou, vu sa corpulence, je me suis dit, est-ce que c'est un patron de boîte, ou enfin, c'est un portier de boîte de nuit, ou un truc comme ça? Et lui, à ce moment-là, me regarde. Et puis, dès qu'il me regarde, il baisse le regard. Puis là, moi, je me retourne un coup. Ça me travaille, je me retourne une deuxième fois, là il est en train de quitter l'hôtel. Il a une valise dans la main et il est en train de quitter l'hôtel. Et c'est au moment où il passe la porte que j'ai le flash, je me dis putain c'est Milan Liepoja. L'inspecteur décide alors d'aller à sa rencontre pour contrôler son identité. Et au moment où on se regarde de nouveau, il part en courant. Et là c'est course-poursuite. Panthers? Les Pink Panthers? L'organisation criminelle? Oui. Et quoi? Vous connaissez les Pink Panthers? Les Pink Panthers, ouais, je les connais. Mais je veux pas faire de commentaires. Ici, on ne parle pas de ça. On garde ce qu'on sait pour nous. C'est une affaire qui nous dépasse. Petit à petit, les langues se délient. Vous avez entendu parler des Pink Panthers? Oui, qu'on le veuille ou non, on sait des choses. On sait comment ça fonctionne. Ces hommes, on les connaît, on vient tous du même coin, de la même ville. On se connaît tous. Certains sont même des admirateurs du gang. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur eux? Nous, on est des supporters. On les soutient dans leur travail. Pourquoi? Parce que ce sont de vrais artistes dans leur domaine. Aucun des habitants ne veut prendre le risque de porter préjudice aux Pink Panthers.
Finalement, nous réussissons à rencontrer le meilleur ami de Duško Martinović. Il nous explique les règles du jeu. Personne ne parlera sans le feu vert du braqueur. Scène surprenante, nous avons un rendez-vous téléphonique avec Duško Martinović depuis sa prison en France. Légalement, il a une demi-heure par jour pour téléphoner. Il souhaite nous parler et connaître nos intentions avant de nous donner son accord. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour que j'interviewe vos amis, votre sœur, que nous fassions un portrait de vous, que vos proches nous parlent de vous, qu'ils nous disent qui vous êtes exactement. Super, super. Nous avons son aval. Les portes s'ouvrent. Dès le lendemain, nous rencontrons ses amis de toujours dans un café du centre-ville de Cetinje. Cette fois, pas d'omerta. Ils sont prêts à nous livrer des détails pour mieux cerner le profil de leur ami. En quelques mots, Duško est quelqu'un de responsable, d'organisé et de droit. C'est un grand perfectionniste. Avec lui, il faut que tout soit carré. Il est discipliné, précis. Aujourd'hui, il y a très peu de gens avec ces qualités-là. Tous les gens dont on dit que ce sont des Pink Panthers, nous on les connaît tous, au moins de vue. Et la population d'ici les apprécie, parce que ce sont des gens bien. Ce sont de vrais gentlemen. Tous ces gens sont de vrais gentlemen, de vrais amis. Ils sont généreux. À l'époque, Christophe Agé était déjà le commissaire principal de Monaco. Il nous emmène sur la célèbre place du Casino, au cœur du très chic quartier de Monte-Carlo. Ici, les voitures garées dans les rues sont des Ferrari, des Porsche ou des Maserati. Un véritable royaume du bling-bling. Ici, on trouve les joailleries parmi les plus chics de la planète. Tout attire la convoitise. Là, nous sommes devant la place du Casino, qui est, on va dire, la place la plus sécurisée à Monaco. On a de multiples dispositifs techniques, évidemment des caméras, mais pas tout ça. On a de nombreuses patrouilles, alors on a évidemment des policiers en uniforme, mais on a également des policiers en civil qui sont beaucoup plus discrets. Parce que ici, c'est un peu le carré d'or, et c'est-à-dire tout ce qui se fait de plus beau et de plus cher en matière de luxe, et l'excellence de toutes les bijouteries se résume à 300 mètres sur 300 mètres. Monaco est l'État le plus surveillé au monde. 400 caméras et 500 policiers pour un territoire de 2 km². Et pourtant, c'est ici que les Pink Panthers ont réussi l'impossible. C'était le 21 juin 2007. Ce jour-là, en pleine journée, les braqueurs s'attaquent à la bijouterie Ciribelli. L'homme en costume assis à droite se fait passer pour un client venu acheter une montre. Après quelques minutes, il se lève et fait un signe à son complice qui se trouve à l'extérieur. Le deuxième homme entre et dégaine immédiatement une arme. Les deux Pink Panthers sont sur d'eux. Ils n'ont même pas pris la peine de se grimer. Leur tâche accomplie en moins de 2 minutes, les braqueurs quittent les lieux avec en poche pour 500 000 € de montres. Nathalie Lebeau est la responsable de la bijouterie Ciribelli. Elle se souvient très bien du jour où son chemin a croisé celui des Pink Panthers. Le supposé client était assis là quand une deuxième personne a sonné à la porte. Donc je lui ai ouvert et là la personne qui est rentrée a sorti un revolver d'un journal tout d'un coup, donc il était en costume à visage découvert, et a pointé l'enfant et nous a dit braquage, braquage. Le premier ne m'a pas impressionné, à vrai dire. Il avait un air moins méchant, même à un moment il m'a regardé. Et n'importe comment. Tu vas au casino, tu sors,
tu t'éclates, tu sais même pas où tu dépenses ton argent. Maintenant, c'est ma vie. Tu ne crois quand même pas que je vais prendre une pelle pour aller creuser. Dès que tu n'as plus d'argent, ça te démange. Tu te dis, je vais faire encore un coup, ou alors tu commences par emprunter l'argent, et après il faut rembourser. Et tu refais un coup. Les Pink Panthers sont devenus au fil des années de vrais professionnels du braquage. Un véritable business. Un label regroupant plus de 200 membres, hommes et femmes. En Serbie, un policier connaît bien le fonctionnement de la franchise Pink Panthers. C'est un inspecteur serbe d'Interpol. Pour des raisons de discrétion, il nous a donné rendez-vous sur les bords de la rivière Save. Le lieu de notre rencontre est plutôt insolite. Il s'agit d'une maison flottante où l'on accède par barque. Il nous donne des consignes, pas question de donner son nom et interdiction de montrer son visage pour ne pas perturber ses enquêtes en cours. Cela fait 3 ans qu'il traque les Pink Panthers. Aujourd'hui, il connaît parfaitement la structure du groupe criminel. Il y a très certainement une dizaine, une quinzaine de groupes qui travaillent en ce moment en Europe. Des groupes de 2, 3, 4 ou 5 membres. Ce sont des petits groupes. Et ils se connaissent ? Ils se connaissent les uns les autres. Ce sont des gens qui font partie du même marché du travail. Ils se connaissent, c'est certain, c'est le milieu criminel. Dans une équipe de football, on sait où trouver un bon ailier gauche ou un bon avant-centre. Eux, c'est la même chose. Ils savent qui est un excellent conducteur, qui est le plus violent, le plus rapide, qui a de bonnes connexions avec l'étranger, qui est bon en logistique, bon organisateur. Tout se sait. Dans le milieu criminel, c'est tout à fait logique de savoir qui a le courage d'entrer dans les bijouteries pour braquer ou qui est capable d'être brutal. Tous ces groupes de braqueurs ont pu prospérer grâce à la confusion provoquée par l'effondrement de la Yougoslavie. Dejan Djurovic est le chef du bureau d'Interpol au Monténégro. Pour lui, le gang de braqueurs a profité du chaos de l'après-guerre pour brouiller les pistes. Je pense qu'ils ont utilisé, disons, la confusion des pays européens. Tout simplement parce qu'après l'effondrement de la Yougoslavie, les polices européennes, et ça nous l'avons appris par expérience, n'arrivaient pas à déterminer d'où était tel ou tel individu. C'était un vrai problème pour elles. Il y avait des cas à cette époque où un même individu... Avec lui, il faut que tout soit carré. Il est discipliné, précis. Aujourd'hui, il y a très peu de gens avec ces qualités-là. Tous les gens dont on dit que ce sont des Pink Panthers, nous on les connaît tous, au moins de vue. Et la population d'ici les apprécie, parce que ce sont des gens bien. Ce sont de vrais gentlemen. Tous ces gens sont de vrais gentlemen, de vrais amis. Ils sont généreux, et l'argent qu'ils se font, ils le ramènent ici. Ce sont des Robins des Bois. Comme des Robins des Bois, ils prennent aux riches et redonnent aux pauvres. Pour les 3 hommes, même si Duško Martinović n'a pas participé directement à la guerre, ce sont les conséquences du conflit qui expliquent son parcours et celui des autres Pink Panthers. Ici, la guerre a fait des siennes dans toute l'ex-Yougoslavie. Le seul fait que cette guerre ait eu lieu a provoqué des problèmes qui ont poussé des gens à partir d'ici et à commettre des casses. Ça ne leur serait certainement pas venu à l'esprit de faire ça s'ils n'avaient pas été contraints de le faire. Les gens qui font des coups sont exceptionnellement courageux, parce que personne n'a envie de prendre le risque de finir en prison. Moi, je suis certain que si ces hommes étaient récompensés pour leurs efforts et leur travail dans leur pays, ils n'auraient jamais pris cette voie. Il y a des gens qui refusent de subir la vie qu'on leur impose, mais veulent prendre en main leur destinée. Du coup, ils se sont résolus à prendre une route qui peut soit les mener à la belle vie, soit à la catastrophe, dans le cas où ils finissent en prison. Après ses amis, Duško Martinović nous a autorisés à rencontrer sa mère et sa sœur.
C'est encore son meilleur ami qui est chargé de nous accompagner. Il nous emmène au nord de la ville, dans le quartier où le braqueur a grandi. Sa mère habite toujours ce petit immeuble. Bonjour, je m'appelle Vanina. Bonjour, moi je m'appelle Kovilka. La sœur de Duško est présente comme prévu. 15 ans de prison, les deux femmes ne s'en remettent toujours pas. Quand j'ai su qu'il avait été condamné à 15 ans, j'ai eu un choc. Je n'arrivais pas à croire que ça puisse arriver à mon frère. J'ai prévenu ma mère. Je ne l'ai pas fait le soir même parce que pour une mère, c'est trop insupportable. Alors je lui ai annoncé petit à petit. En fait, ma mère ne savait même pas quand le procès devait avoir lieu. Tous les matins, je demandais « ça va être quand, ça va être quand ?» Mais il ne voulait pas me dire quand. Du gang. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur eux? Nous, on est des supporters. On les soutient dans leur travail. Pourquoi? Parce que ce sont de vrais artistes dans leur domaine. Aucun des habitants ne veut prendre le risque de porter préjudice aux Pink Panthers. Finalement, nous réussissons à rencontrer le meilleur ami de Duško Martinović. Il nous explique les règles du jeu. Personne ne parlera sans le feu vert du braqueur. Scène surprenante, nous avons un rendez-vous téléphonique avec Duško Martinović depuis sa prison en France. Légalement, il a une demi-heure par jour pour téléphoner. Il souhaite nous parler et connaître nos intentions avant de nous donner son accord. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour que j'interviewe vos amis, votre sœur, que nous fassions un portrait de vous, que vos proches nous parlent de vous, qu'ils nous disent qui vous êtes exactement. Super, super. Nous avons son aval. Les portes s'ouvrent. Dès le lendemain, nous rencontrons ses amis de toujours dans un café du centre-ville de Cetinje. Cette fois, pas d'omerta. Ils sont prêts à nous livrer des détails pour mieux cerner le profil de leur ami. En quelques mots, Duško est quelqu'un de responsable, d'organisé et de droit. C'est un grand perfectionniste. Avec lui, il faut que tout soit carré. Il est discipliné, précis. Aujourd'hui, il y a très peu de gens avec ces qualités-là. Tous les gens dont on dit que ce sont des Pink Panthers, nous on les connaît tous, au moins de vue. Et la population d'ici les apprécie, parce que ce sont des gens bien. Ce sont de vrais gentlemen. Tous ces gens sont de vrais gentlemen, de vrais amis. Ils sont généreux, et l'argent qu'ils se font, ils le ramènent ici. Ce sont des Robins des Bois. Comme des Robins des Bois, ils prennent aux riches et redonnent aux pauvres. Pour les trois hommes, même si Duško Martinović n'a pas participé directement à la guerre, ce sont les conséquences du conflit qui expliquent son parcours et celui des autres Pink Panthers. Ici, la guerre a fait des siennes dans toute l'ex-Yougoslavie. Le seul fait que cette guerre ait eu lieu a provoqué des problèmes qui ont poussé des gens à partir d'ici et à commettre des casses. Ça ne leur serait certainement pas venu à l'esprit de faire ça